Question 1. Le risque d'aquaplanage augmente avec la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente avec l'usure des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 2. Lors du contrôle technique, mon véhicule est recalé s'il rejette trop d'oxyde de carbone, CO. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il rejette trop de vapeur d'eau, H2O. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 3. Le conducteur est davantage perturbé par le téléphone, réponse A, la radio, réponse B. Question 4. Pour plus de sécurité, c'est à moi de ralentir. Réponse A. C'est aux piétons de sortir de la route. Réponse B. Question 5. Ce véhicule va sortir de son stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 6. Modifier le réglage du dossier et sans danger à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et sans danger en roulant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 7. Je klaxonne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 8. Les automobilistes sont seuls dans leur voiture dans environ 20% de leur trajet, réponse A, 40% de leur trajet, réponse B, 80% de leur trajet, réponse C. Question 9. Aucune place est disponible sur ce parking. J'ai eu raison de me stationner sur cet emplacement. Oui, réponse A. Non,
réponse B. Question 10. J'ai choisi l'apprentissage anticipé de la conduite. Je devrais garder le disque A pendant 1 an, réponse A, 2 ans, réponse B, 3 ans, réponse C. Question 11. Le week-end, la principale cause d'accident mortel chez les jeunes conducteurs est la fatigue, réponse A, l'alcool, réponse B, la vitesse, réponse C, le mauvais entretien du véhicule, réponse D. Question 12. La vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C. Question 13. Pour un bon réglage, l'appui-tête doit être en contact permanent avec la tête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 14. Rouler avec des pneus sous-gonflés risque de provoquer une mauvaise tenue de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. De provoquer un éclatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 15. Le conducteur est en infraction dans la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 16. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie la présence d'autres usagers en vision directe. Réponse A. Uniquement dans les rétroviseurs. Réponse B. Question 17. Pour continuer, je me place dans la voie 1, réponse A, voie 2,
réponse B. Question 18. Je tiens compte particulièrement de la zone A, réponse A, zone B, réponse B, zone C, réponse C. Question 19. En cas de contrôle de drogue, même sans avoir commis d'infraction, je risque des sanctions si le test est positif. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 20. Après une année d'assurance sans accident, la réduction ou bonus sera de 5%, réponse A, 10%, réponse B, 15%, réponse C. Question 21. L'avertisseur de changement involontaire de fil peut agir sur le frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut agir sur la direction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 22. Je dois me placer derrière le camion? Réponse A. Je peux rester dans cette voie? Réponse B. Question 23. Les effets de ce sirop contre l'atout peuvent rendre la conduite dangereuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 24. Pour utiliser cette voiture en libre service, il faut être abonné au covoiturage, réponse A, à l'autopartage, réponse B, au télépéage, réponse C. Question 25. Je m'engage immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Question 26. Le long de ce trottoir, je peux faire un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 27. La personne ayant soufflé dans l'éthylotest peut conduire en 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. En 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 28. Ce conducteur a dit tout ce qu'il avait à dire au secours. Il raccroche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 29. Je laisse passer le véhicule de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 30. Étant apprenti conducteur, je me place dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 31. Ces véhicules doivent allumer les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 32. Ce pneu présente une coupure sur le flanc, mais la bande de roulement est en bon état. Le risque d'éclatement est réel, réponse A, inexistant, réponse B. Question 33. Je peux changer de voie immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 34. Dans cette situation, j'ai le droit de rouler à 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D.
Question 35. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. Je m'échappe immédiatement vers l'intersection à droite, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Je fais un appel lumineux, réponse D. Question 36. J'ai obtenu mon permis par l'apprentissage anticipé de la conduite et la première année, je n'ai commis aucune infraction. Mon permis est affecté d'un total de 8 points, réponse A, 9 points, réponse B, 10 points, réponse C, 12 points, réponse D. Question 37. Je suis le véhicule qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 38. J'accélère, réponse A. Je klaxonne et je passe, réponse B. Je ralentis et je passe, réponse C. Je ralentis et je m'arrête, réponse D. Question 39. L'habitude du trajet quotidien entraîne un sentiment de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entraîne une baisse de vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 40. Cette balise annonce plusieurs voies de chemin de fer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le risque d'aquaplanage, alors qu'est-ce que c'est déjà l'aquaplanage? Donc c'est quand on a de l'eau qui passe entre le pneu et la route. Donc c'est-à-dire que en temps normal, l'eau va s'infiltrer dans ce qu'on appelle les creux, les rainures du pneumatique. Mais si jamais il y a trop d'eau, donc l'eau au lieu de passer dans ces creux, va passer en dessous du pneu. Donc c'est-à-dire va se faufiler entre le pneu et la route. Donc forcément, si je roule vite, il y aura plus d'eau à évacuer. Donc forcément, le risque d'aquaplanage est forcément plus élevé. Est-ce qu'il augmente aussi avec l'usure des pneus? Donc bien sûr, si les pneus sont usés, la hauteur de ces creux va diminuer. Donc forcément, le pneu pourra évacuer moins d'eau. Donc le risque d'aquaplanage augmente bien sûr si les pneus sont usés. Donc bonne réponse A et C. Alors lors du contrôle technique, donc forcément il y a pas mal de choses qui sont mesurées, notamment donc la pollution, le rejet donc des gaz d'échappement.
Donc bien sûr l'oxyde de carbone, donc forcément ça pollue. Donc si mon véhicule rejette trop d'oxyde de carbone, bien sûr mon véhicule donc est recalé. Donc oui. Par contre s'il rejette trop de vapeur d'eau, donc ça ne pollue pas. Donc non pour la vapeur d'eau. Donc bonne réponse A et D. Alors, est-ce que le conducteur est davantage perturbé par... Alors attention ici à bien comprendre la question. Donc je vous rappelle, c'est ça qu'il faut... Des fois il y a des questions qui sont très faciles forcément à répondre, mais il faut bien comprendre la question pour bien y répondre. Donc là on nous dit pas dans la question est-ce qu'on est perturbé par le téléphone, est-ce qu'on est perturbé par la radio, mais est-ce qu'on est davantage perturbé par, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous perturbe le plus entre les deux. Donc forcément, le téléphone est forcément plus perturbant que la radio. La radio, on a juste à écouter, et si jamais il y a quelque chose en roulant qui se passe, voilà, on se concentre sur autre chose, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'être à 100% à écouter la radio. Par contre, le téléphone, voilà, quand on est dans une conversation, le problème c'est que notre cerveau est beaucoup pris par cette conversation. Et forcément, s'il y a quelque chose qui se passe sur la route, on est tenté, forcément le cerveau est toujours concentré sur la conversation. Surtout si elle est assez importante. Donc forcément, le conducteur est davantage perturbé par le téléphone. C'est pour ça que même avec le système Bluetooth intégré à la voiture, il faut éviter quand même de téléphoner tout en roulant. Donc on est davantage perturbé par le téléphone. Bonne réponse A. Alors dans cette situation, on est en train de croiser un piéton. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc nous, en tant qu'automobilistes, on se doit forcément d'assurer la sécurité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il va falloir ralentir. Parce que est-ce que ce piéton va sortir de la route, va s'écarter? On n'en est pas sûr. Ce serait plus intelligent forcément pour lui de s'écarter, puisque en plus il a la place. Mais voilà, quand on conduit, il faut jamais compter, se dire sur les autres, ils vont faire ça. Peut-être que oui, mais ce n'est pas sûr. Donc pour plus de sécurité, c'est à moi de ralentir. Et après on verra ce que fait ce piéton, sinon il faudra s'écarter. Donc en sécurité forcément, parce que là on est dans un virage. Mais dans un premier temps, c'est à moi de ralentir pour ensuite voir que va faire ce piéton. Mais en aucun cas, ce piéton, là il n'y a même pas de règle de priorité, c'est le bon sens qui s'applique. Donc bonne réponse A. Alors, est-ce que ce véhicule va sortir de son stationnement? Alors l'élément qui nous intéresse sur ce véhicule, c'est son clignotant. Donc généralement un véhicule qui est stationné, qui met son clignotant sur sa gauche, forcément veut s'engager, veut sortir de son stationnement. Donc oui, réponse A. Alors après on n'en est pas sûr à 100% qu'il va le faire tout de suite, mais c'est ça le problème, c'est s'il a son clignotant, la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'il m'a vu ou pas dans ses rétroviseurs. Donc justement par rapport à cette question est-ce qu'il m'a vu ou pas, il faut mieux faire un appel lumineux pour lui prévenir de notre présence. Donc il va voir un éclair soit dans ses rétros soit devant lui, donc il va s'apercevoir qu'il y a un véhicule qui arrive. Donc ce véhicule va sortir de son stationnement, donc on est quasiment sûr puisqu'il a mis son clignotant, donc oui. Et pour le prévenir de ma présence, je fais un appel lumineux. Donc bonne réponse A et C. Alors modifier le réglage du dossier. Donc je vous rappelle le dossier, donc c'est ce qui porte le dos. Donc est-ce que c'est sans danger à l'arrêt? Donc bien sûr, je règle mon siège à l'arrêt, donc ça il n'y a aucun danger, puisque même si je le règle mal, j'ai toujours le temps de le régler comme il faut, donc c'est sans danger à l'arrêt. Par contre, en roulant, forcément ça peut être très dangereux, puisque donc je change ma position de conduite, et si jamais tout d'un coup je dois intervenir sur mes commandes, pour une raison ou pour une autre, forcément je risque de pas être très à l'aise. Donc bien sûr, il faut faire toujours ça à l'arrêt. Donc si jamais
en roulant, je m'aperçois que je suis mal installé. Dès que c'est possible, on va s'arrêter sur le bord de la route pour régler son siège, forcément à l'arrêt. Donc, et sans danger, donc à l'arrêt, oui, et sans danger en roulant, donc non. Bonne réponse A et D. Alors ici, nous circulons sur une petite route de campagne, donc assez étroite. Alors ici, est-ce que je klaxonne ou pas? Donc on arrive dans un virage, on a très peu de visibilité. Donc qu'est-ce qui peut se passer? On peut croiser un autre véhicule qui peut arriver en sens inverse, et ce véhicule malheureusement peut arriver très rapidement. Donc pour prévenir de notre présence, il faut mieux klaxonner, ça va éviter le danger. Si ce véhicule justement entend un klaxon, ça va le faire ralentir, il va savoir qu'on est là, donc va forcément ralentir. Donc dans les virages sans visibilité, on klaxonne pour prévenir de sa présence. Alors par contre là, parce qu'on est hors agglomération, si on serait en agglomération, si on serait en ville, je vous rappelle que le klaxon est interdit. Mais comme là on est en campagne, pas de souci, on peut utiliser le klaxon. Donc bonne réponse A. Alors si vous regardez bien, donc la plupart des véhicules que vous croisez sur la route, et ben la plupart des gens sont seuls dans leur voiture. C'est très rare qu'on a plusieurs personnes dans une même voiture. Donc forcément, la plupart du temps, on est seul dans notre voiture, donc c'est 80% de leur trajet, on va dire malheureusement. Donc bonne réponse, C. Alors ici, nous sommes stationnés sur cet emplacement. Alors cet emplacement de parking, est-ce que c'est un emplacement entre guillemets normal? Donc non, c'est une place réservée aux handicapés. Donc ce n'est pas précisé dans la question que je suis handicapé, donc je n'ai pas le droit de m'arrêter ni de stationner sur les places réservées aux handicapés. Donc non, je n'ai pas eu raison, même s'il n'y a aucune place sur le parking, on ne va pas stationner sur ces places-là. Il faut trouver soit notre parking, voilà, stationner plus loin. Donc voilà, mais on ne va pas prendre une place pour handicapés. Donc bonne réponse B. Alors l'apprentissage anticipé de la conduite, donc c'est ce qu'on appelle aussi la conduite accompagnée. Donc ce qu'il faut savoir que la conduite accompagnée, donc c'est 2 ans en étant en période probatoire, en étant jeune permis. Donc je mets mon disque A pendant 2 ans. Si par contre donc on passe par la formule traditionnelle, c'est-à-dire la formule normale, donc c'est 3 ans. Donc c'est vrai qu'en faisant la conduite accompagnée, du coup, on gagne 1 an de jeune permis. Donc ça, faut le savoir, en conduite accompagnée, on est jeune permis pendant 2 ans. Donc bonne réponse B. Alors attention à ces questions, donc c'est des questions, je dirais, assez faciles, tout le monde généralement connaît la réponse, mais attention de bien lire la question. Donc le week-end, la principale cause d'accident. Donc c'est-à-dire la principale, il n'y a pas d'S. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs réponses? Donc non, il faut choisir parmi les 4 propositions. Donc déjà ceux qui ont mis plusieurs réponses, c'est automatiquement faux. La principale cause d'accident. Donc la principale cause d'accident, s'il faut choisir parmi les 4, c'est forcément l'alcool. Donc bonne réponse B. Alors la vitesse est limitée à combien? Alors pour savoir à combien on est limité, donc il faut généralement regarder la signalisation, tout ce qui est panneau. Là le problème, on n'a aucun panneau. Donc après on a éventuellement aussi le paysage. Donc là on peut voir qu'on est en ville. Donc en ville, automatiquement, la vitesse est limitée à 50 km/h. L'autre élément qu'on pouvait avoir aussi, donc c'est la bande cyclable. Donc ça va pas être limité à 80 km/h si j'ai une bande cyclable forcément très proche de moi. Mais c'est surtout voilà, les habitations, donc on peut voir qu'on est en ville, donc c'est limité à 50 km/h. Donc bonne réponse A.
Alors pour un bon réglage, donc oui, l'appui-tête doit être toujours en contact avec la tête. Donc c'est surtout important donc en cas de choc arrière pour éviter que la tête part en arrière. L'appui-tête va retenir la tête et évite du coup le coup du lapin. Donc évite les blessures assez graves en cas de choc arrière. Donc oui, bonne réponse A. Alors si je roule avec des pneumatiques sous-gonflés, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas assez gonflés, donc est-ce que ça provoque une mauvaise tenue de route? Donc oui, bien sûr. Si je vais tourner, le pneu va se déformer et forcément on va moins bien adhérer. Pour ceux qui font du vélo, je pense que vous voyez tout de suite qu'on a les pneus qui sont pas assez gonflés, il ne faut pas prendre les virages trop vite, on risque forcément de déraper, de déjanter. Donc oui, est-ce que ça risque de provoquer un éclatement? Donc bien sûr que oui, parce que le pneu va se déformer et justement on risque d'éclater. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier la pression des pneus et ça se fait au moins une fois par mois. Donc bonne réponse A et C. Alors dans la situation numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un conducteur qui tient son téléphone à la main tout en conduisant, ce qui est formellement interdit puisque ce conducteur n'a pas les deux mains sur le volant, donc ne peut pas agir rapidement sur ses commandes si jamais donc il y a un souci. Donc ce conducteur est en infraction dans la situation numéro 1, oui. Alors situation numéro 2. On peut voir que ce conducteur a ce qu'on appelle une oreillette. Donc pareil pour téléphoner. Donc ça maintenant c'est interdit aussi. Pourquoi? Parce que donc cette oreillette couvre pas mal l'oreille, donc on va moins entendre ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. Donc notamment si quelqu'un nous klaxonne, donc c'est important. On conduit donc surtout avec nos yeux, mais aussi avec nos oreilles. Donc il faut pouvoir forcément écouter ce qui se passe autour de nous, si quelqu'un klaxonne, accélère vite, etc. Voilà par exemple un scooter passe, voilà un deux roues passe, voilà tout ça c'est des indices qui nous permettent de mieux forcément conduire. Donc c'est pour ça que l'oreillette est aussi interdit. Donc ce qui est autorisé, c'est ce qu'on appelle le système Bluetooth qui est intégré au véhicule. C'est-à-dire qu'on a le micro dans le véhicule ainsi que l'haut-parleur dans le véhicule. Donc bonne réponse, A et C sont tous les deux en infraction. Alors avant de quitter mon véhicule, donc c'est avant de sortir de la voiture, du véhicule, donc il faut bien sûr, avant d'ouvrir la portière, vérifier qu'il n'y a pas d'autres usagers qui vont passer au même moment. Donc bien sûr on peut regarder dans les rétroviseurs, mais on ne va pas regarder uniquement dans les rétroviseurs. Parce que le rétroviseur, on va voir ce qui se passe au loin, mais pas ce qui se passe juste à côté de nous. Donc il faut aussi, comme ce conducteur, tourner la tête pour regarder ce qu'on appelle en vision directe. Donc bonne réponse A. Il faut aussi regarder en vision directe. Alors pour continuer, est-ce que je me place dans quelle voie? Alors cette voie qui est en face à nous, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le code de la route dit qu'il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc théoriquement, comme il y a deux voies, il faudrait rouler dans la voie la plus à droite. Sauf que cette voie, on peut voir qu'elle est réservée. On le sait qu'elle est réservée puisqu'on a les gros traits, les gros pointillés épais. Quand c'est pas des voies réservées, les traits, un peu comme ici, sont forcément plus fins. Là, c'est des gros traits, donc ce sont des voies réservées. Et là, ce sont des voies réservées aux bus et aux cyclistes. Donc nous qui conduisons une automobile, on ne doit pas se positionner dans cette voie. On doit se positionner dans celle-ci, c'est-à-dire la voie 1. Donc bonne réponse A. Alors, ici, je tiens compte particulièrement de quelle zone? Alors, dans la zone A, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a notre rétroviseur. Et est-ce qu'on aperçoit quelque chose de particulier dans ce rétro? Non, aucun de mes véhicules me dépasse. Donc, il n'y a pas de danger particulier. Dans la zone B, donc on a
les véhicules qu'on suit. Donc les véhicules sont relativement assez loin. Ils ne font rien de spécial, donc rien de spécial pour l'instant dans cette zone B. Par contre, la zone C, on a des piétons sur le trottoir et ces piétons donc arrivent proches d'un passage pour piétons. Donc qu'est-ce que pourraient faire ces piétons? Forcément, donc tout d'un coup changer de direction pour vouloir traverser. Auquel cas, il faudrait que je m'arrête forcément pour les laisser passer puisqu'ils sont prioritaires. Donc dans cette situation, je vais me préoccuper plus particulièrement de la zone C. Donc oui, voilà. Ce qu'il fallait bien voir aussi dans la question, c'est particulièrement. Donc là, par contre, on nous demande de choisir parmi les trois. Donc bonne réponse C. Donc bien sûr, à tout instant, on peut être contrôlé donc au niveau des drogues. Et forcément, si le test est positif, on est forcément sanctionné, même si on n'a pas fait d'autres infractions, excès de vitesse, ceinture, etc. Et on peut faire, donc voilà, on peut avoir des contrôles comme ça de drogue sans raison particulière, bien sûr. Hein, comme l'alcool, c'est exactement la même chose. Et je vous rappelle, donc si on est positif aux drogues, c'est 6 points en moins. Donc, bonne réponse A. Donc oui, ça peut se faire n'importe quand, ce contrôle. Alors, donc, quand on souscrit à une assurance pour la première fois, donc on a une réduction ou un bonus donc qui est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a aucune réduction, on paye de plein pot. Si jamais on a des accidents, donc on a ce qu'on appelle un malus, c'est-à-dire donc on va être à moins quelque chose au niveau pourcentage, c'est-à-dire on va payer plus cher que la normale. Inversement, si on n'a pas d'accident, forcément, donc on va avoir un bonus, c'est-à-dire que l'assureur va nous récompenser parce qu'on n'a pas d'accident, on est un bon conducteur. Donc, et cette réduction est de 5% chaque année, d'accord? Donc, du coup, forcément, donc voilà, la première année, j'ai 5%, la deuxième année, 10%, etc., etc. Et le maximum qu'on peut avoir, c'est 50%, c'est-à-dire la moitié. Donc, on peut avoir une réduction forcément de moitié. Si par exemple, un jeune conducteur va payer 100 €, un conducteur confirmé qui a 50% de bonus, donc paiera forcément 50 €, moitié moins cher. Donc, c'est 5% par année sans accident. Donc bonne réponse A. Alors l'avertisseur donc involontaire de fil. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit capteur qu'on a sur la voiture qui va contrôler au niveau des lignes forcément dans quel fil on est. Et si jamais donc on se décale sans mettre le clignotant et on se décale doucement, donc ça détecte que c'est involontaire. Donc ça va nous avertir. Alors est-ce que ça peut agir sur les freins? Donc non. Il n'y a pas de danger de freiner. C'est pas le capteur qui règle les distances de sécurité. Si jamais on est trop proche, ça pourrait freiner. Donc là non, c'est juste sur les côtés. Ça gère la trajectoire sur les côtés. Donc ça n'agit pas sur les freins. Par contre, ça peut agir dans la direction. Alors, ça agit dans le sens où ça peut nous avertir avec une petite vibration dans le volant. Mais après, donc, c'est juste un avertisseur, c'est pas un correcteur. Donc ça va juste nous avertir avec des petites vibrations dans le volant. Mais ça va pas corriger. Hein. C'est au conducteur de corriger forcément donc cette déviation. Donc bonne réponse B et C. Alors ici nous sommes sur une autoroute, hein, apparemment donc les panneaux sont à fond bleu. Alors qu'est-ce qui va bientôt se passer? Donc on va avoir une réduction du nombre de voies à 200 mètres. Donc la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est ma voie qui va disparaître ou éventuellement une autre voie? Donc là on nous précise que c'est la voie la plus à gauche qui va disparaître. Est-ce que moi je suis dans la voie la plus à gauche? Non, c'est celle-ci qui va disparaître. Donc est-ce que je suis obligé du coup de me rabattre derrière le camion? Donc non, je peux bien sûr continuer mon
dépassement. C'est juste la voie la plus à gauche, donc c'est-à-dire cette voie-là qui va disparaître. Donc je peux rester dans cette voie pour éventuellement faire le dépassement du camion. Bonne réponse B. Alors, il faut faire attention quand on prend des médicaments. Donc, bien sûr, certains médicaments peuvent avoir des effets néfastes sur la conduite, comme éventuellement un petit peu l'endormissement, donc le temps de réaction allongé. Voilà, on a des effets involontaires, donc et surtout néfastes sur la conduite. Alors, pour savoir si un médicament est néfaste pour la conduite, donc faut chercher sur la boîte. Donc, si on a éventuellement un symbole comme ceci, vous voyez, avec la petite voiture et le triangle pour dire attention, danger. Et là, c'est un niveau 2, ce qui est quand même, donc je vous rappelle, il y a 3 niveaux, donc 1, 2, 3, avec un code couleur, et le troisième est rouge, et le premier est jaune. Donc là, on est quand même de niveau 2, donc bien sûr, ce médicament peut avoir des effets néfastes, donc, et rendre, bien sûr, la conduite dangereuse. Donc, bonne réponse A. Alors, ces voitures sont en libre service. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est des voitures de covoiturage? Alors, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est le covoiturage? C'est donc plusieurs personnes, plusieurs conducteurs qui vont se rassembler pour faire le minimum de voitures. Donc, par exemple, 5 conducteurs vont se rassembler pour effectuer le trajet en commun avec un seul véhicule. Donc c'est ça le covoiturage. Donc c'est pas des voitures qui sont en libre service, on utilise sa propre voiture, mais on se rassemble pour faire le minimum de voitures. Le télépéage, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est sur autoroute. Donc c'est pour pouvoir avoir un abonnement et pas payer à chaque fois qu'on passe un péage. Donc on a un compte et ça se crédite sur son compte et après on paye au mois, etc. Donc ça permet de passer plus rapidement au niveau des postes de péage sur autoroute. Donc non, donc ces voitures qui sont en libre service, donc c'est ce qu'on appelle l'autopartage. Donc c'est une voiture pour plusieurs conducteurs. Donc je peux bien sûr utiliser ces voitures, mais il faut être abonné. C'est ce qu'on appelle l'autopartage, c'est-à-dire la location de voitures. Donc forcément pour des très courtes durées, je vais l'utiliser pour 1 heure, pour aller faire les courses, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'autopartage. Bonne réponse B. Alors, est-ce que je m'engage immédiatement? Donc là, on est sur une entrée de voie rapide ou d'autoroute, ce qu'on appelle une voie d'accélération ou d'insertion. Donc il faut bien sûr accélérer pour prendre de l'allure et vérifier forcément son rétro, son angle mort pour vérifier si on peut s'engager. Alors on a pu voir dans la vidéo que ça fait donc depuis l'entrée qu'il n'y a aucun véhicule dans le rétro, depuis l'entrée de cette voie d'accélération. Donc comme il n'y a personne sur notre gauche, bien sûr je peux m'engager immédiatement. Bonne réponse A. Je vous laisse revisionner la vidéo. Alors, le long de ce trottoir, donc on peut voir qu'on a un marquage au sol, donc qui est jaune, donc ce qui gère le stationnement. Donc cette ligne est discontinue. Lorsque la ligne est discontinue, on a le droit de s'arrêter, mais pas de stationner. Je vous rappelle donc un arrêt, donc on s'arrête et le conducteur reste à proximité du véhicule pour le déplacer si jamais il gêne. Justement, vous voyez dans cette rue, c'est très étroit. Si je m'arrête ici, donc s'il n'y a pas trop de circulation, donc pas de souci, mais voilà, s'il y a un véhicule qui arrive, il va falloir que je bouge pour pouvoir le laisser passer. Donc c'est pour ça que l'arrêt est autorisé, par contre le stationnement est interdit. Le stationnement, je vous rappelle, on laisse son véhicule et le conducteur s'en va. C'est-à-dire si le véhicule gêne, le conducteur n'est pas là pour déplacer le véhicule. Donc ligne jaune discontinue, arrêt autorisé, mais pas le stationnement. Donc bonne réponse A et D.
Alors, donc l'éthylotest, ce qu'on appelle dans le jargon familier le ballon. Donc on va souffler dans un ballon, et ensuite on va mettre cet embout, et on va appuyer sur le ballon pour que l'air passe dans cet embout. Alors comment ça fonctionne ensuite? Donc si j'ai pas consommé d'alcool, la couleur ne doit pas changer. Si jamais la couleur devient verte, c'est que j'ai consommé de l'alcool. Ensuite on peut avoir consommé de l'alcool, mais sans que le taux dépasse le taux légal. Donc comment savoir si ça dépasse ou pas? Donc on a un petit trait noir, il ne faut pas que la zone verte, c'est-à-dire la zone où il y a de l'alcool, ne dépasse ce trait. Donc là par contre dans la situation numéro 1, donc on voit bien que celui qui a soufflé a consommé de l'alcool et malheureusement du coup son alcoolémie a dépassé la limite, a dépassé le trait. Donc la personne ayant soufflé dans l'éthylotest peut conduire en 1, donc non. Par contre, en 2, on n'a aucune trace d'alcool, donc ce conducteur peut conduire. Donc réponse B et C. Alors lorsqu'on est témoin ou victime d'un accident, donc bien sûr il faut, s'il y a des blessés, il faut appeler les secours. Donc par contre quand on appelle les secours, il faut jamais raccrocher tant qu'on ne nous y a pas invité. Pourquoi? Parce que les secours ont peut-être toujours des choses à nous dire, à nous demander. Donc voilà, il faut que ce soit les secours qui vous demandent de raccrocher. Donc jamais vous. Style par exemple, donnez votre numéro de téléphone si j'ai besoin de vous rappeler. Si jamais vous appelez en masqué, donc forcément, ils ne peuvent pas vous rappeler. Donc si jamais vous raccrochez, les secours n'ont aucun moyen de vous rappeler. Voilà, c'est un exemple. Donc voilà, donc c'est les secours qui doivent vous dire de raccrocher. Donc même s'il a tout dit, il ne doit pas raccrocher tout de suite. Donc bonne réponse B. Donc ici nous avons un véhicule qui arrive de droite. Alors est-ce qu'il est prioritaire ou pas? Donc ce qu'il faut savoir, on applique les règles de priorité uniquement aux intersections. Alors qu'est-ce que c'est une intersection? C'est le croisement de plusieurs rues ou routes. Alors comment savoir si ici c'est une intersection? Donc en ville c'est facile, on a la bordure du trottoir. Et si cette bordure de trottoir continue, ce n'est pas une intersection. Pour que ce soit une rue ou une route, il faut que la bordure du trottoir s'arrête. C'est-à-dire que si jamais on tourne, on reste au même niveau de la chaussée. Là, on va monter. Si jamais on tourne, on monte, on change de niveau. Du coup, ici, c'est une sortie. Donc, ce véhicule n'est pas prioritaire. Donc, je laisse passer ce véhicule de droite. Non. Bonne réponse B. Donc ici nous avons le début d'une voie, d'une nouvelle voie, et cette voie est réservée, comme c'est inscrit, aux véhicules lents. Alors qu'est-ce que c'est un véhicule lent? Donc un véhicule lent, c'est tout véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km/h. Donc généralement, forcément, on voit des camions, etc. Donc on a ça généralement dans les fortes montées ou éventuellement aussi dans les fortes descentes. Surtout les gros véhicules, faut pas qu'ils prennent trop d'envahis, sinon forcément pour ralentir, c'est assez dangereux si on a un poids important. Donc voilà. Alors, une voiture peut être un véhicule lent, tout dépend du coup de son allure. C'est pour ça aussi on peut avoir des fois des voitures dans ces voies, mais à condition voilà, que la vitesse soit égale ou inférieure à 60 km/h. Donc on nous précise dans la question que je suis apprenti conducteur, c'est-à-dire jeune conducteur ou en période probatoire. On peut formuler ça sur plein de noms. Alors, si je suis jeune permis, je suis limité à combien sur cette route? Donc là, on ne sait pas si c'est une autoroute ou une voie rapide. Mais si c'est une voie rapide, c'est-à-dire où là on roule, on va dire, le moins vite, donc un jeune conducteur est limité à 100 km/h, 110 pour les autres et 100 pour les jeunes conducteurs. Donc on n'est pas limité à 60, donc on n'a pas l'obligation d'emprunter cette voie.
Donc, bonne réponse B. Comme je suis limité éventuellement à 100 au minimum, je n'ai pas à prendre cette voie de véhicule lent. Bonne réponse B. Donc ces véhicules donc arrivent en présence d'un animal sauvage. Donc forcément, ces véhicules doivent s'arrêter pour pas percuter cet animal, ni s'approcher trop près pour pas l'effrayer. Donc comme ces véhicules doivent s'arrêter, il faut forcément, et c'est un arrêt imprévu, hein, il faut avertir les autres, ceux qui arrivent derrière, ou même ceux qui arrivent en face d'eux, donc qu'il y a un danger. Donc bien sûr, ils doivent allumer les feux de détresse pour prévenir, bien sûr. Donc bonne réponse A. Alors le flanc donc du pneu, c'est le côté du pneu, hein. C'est pas là où roule le pneu hein, roule au-dessus, donc c'est ce qu'on appelle justement la bande de roulement. Donc on nous demande, même si on a une déchirure ici, est-ce que c'est inquiétant ou pas, sachant que où roule le pneu est en bon état. Donc il faut que le pneu soit en bon état bien sûr partout, hein. Le côté du pneu, ce qu'on appelle le flanc, a une certaine épaisseur. Et le problème, donc quand on a une déchirure, cette épaisseur est moindre. Donc sachant que forcément ces pneus sont à haute pression, assez haute pression, hein, on a à peu près 2 bars, voire plus des fois. Donc forcément, là on a l'épaisseur est plus courte, donc on risque bien sûr d'éclater. Donc c'est pour ça, dès qu'il y a une coupure, il faut changer le pneu. C'est beaucoup trop dangereux, surtout forcément si ça arrive à haute vitesse. Donc le danger, le risque d'éclatement est bien sûr réel. Bonne réponse A. Donc ici on regarde dans notre rétro, donc pour savoir si on peut changer de voie. Et par contre, donc on peut voir qu'on a un petit symbole ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle, donc c'est des nouveaux rétros. Et ces rétros, alors c'est pas le rétro, hein, mais ça s'affiche sur le rétro. Donc il y a des capteurs sur le véhicule et ce qu'on appelle des détecteurs d'angle mort. Ça va détecter s'il y a une voiture, un véhicule à côté de nous dans l'angle mort. Je vous rappelle, hein, on voit pas tout ce qui se passe avec les rétros. Et si on a un véhicule juste à côté de nous, on le verra pas dans le rétro. Donc pour savoir s'il y a un véhicule dans l'angle mort, on a un petit point lumineux ici qui s'allume si justement il y a la présence d'un véhicule ou pas. Donc là, le point lumineux est allumé, ça signifie qu'il y a la présence d'un véhicule, donc je ne peux pas changer de voie immédiatement. Donc c'est les nouveaux détecteurs d'angle mort. Donc je peux changer de voie immédiatement? Non. Bonne réponse B. Alors ici nous circulons sur une route qui est limitée à 110 km/h, on le sait grâce à ce panneau. Donc déjà je ne peux pas rouler à 130. Donc normalement j'ai le droit de rouler au moins jusqu'à 110. Sauf qu'ici donc on a un panneau, un message variable qui nous indique qu'il y a un pic de pollution et que la vitesse est réduite de 20 km/h. Et c'est une obligation. Donc forcément, il faut faire le calcul, il faut faire 110 moins 20, du coup ça nous donne 90. Du coup, la vitesse ici est limitée à 90 km/h en raison du pic de pollution. Donc je peux bien sûr, j'ai le droit de rouler à 90, mais j'ai le droit aussi de rouler à 80. Donc bonne réponse A et B. Alors dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un véhicule qui arrive face à nous, qui est en train d'effectuer un dépassement, donc qu'on peut qualifier dangereux, puisque forcément nous on arrive en face. Donc on risque fortement de faire un face-à-face, surtout qu'on roule à 40 km/h. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Donc bien sûr déjà il va falloir ralentir pour baisser l'allure, pour arriver le plus tard possible forcément face à ce véhicule. Est-ce que je peux m'échapper immédiatement vers l'intersection à droite? Donc ce serait éventuellement une bonne idée. Si je tourne à droite,
Ça permet d'éviter ce véhicule, sauf que nous roulons à 40 km/h. Et donner un coup de volant à 40 km/h, donc ça va être assez dangereux. Surtout qu'ici c'est une petite route, s'il y a un autre véhicule qui arrive, ça va être dangereux. Même prendre le virage à 40, ce sera très dangereux, le véhicule risque de déraper ou de pas tourner, d'aller tout droit. Donc non, il ne faut pas aller sur la droite. Par contre, si on roulerait moins vite, oui, ça aurait été la bonne solution. Mais là, 40 km/h, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que klaxonner, ça va changer quelque chose? Donc non, on pense bien que le conducteur nous a vus. Donc il n'y a pas besoin de se signaler, de klaxonner ni de faire un appel lumineux. Le conducteur, je pense très bien qu'il nous a vus, puisque un conducteur regarde toujours droit devant soi. Donc là, la seule solution, c'est de ralentir au maximum pour permettre à ce véhicule de vite se rabattre sans qu'il y ait la collision. Donc bonne réponse A. Alors j'ai obtenu mon permis donc par l'apprentissage anticipé de la conduite. Donc ça, qu'est-ce que c'est? On appelle ça aussi, donc comme stipulé ici, la conduite accompagnée. Donc, et la première année, j'ai commis aucune infraction. Donc, c'est-à-dire au bout d'un an, combien j'aurai de points. Alors, si on passe par la formule traditionnelle, donc c'est-à-dire sans conduite accompagnée, donc on est 3 ans jeune permis. Donc, au départ, on part à 6 points. Et tous les ans, on va récupérer des points pour, au bout de 3 ans, avoir les 12 points. Donc on est en formule traditionnelle, du coup je vais récupérer 2 points tous les ans. Donc c'est-à-dire que la première année, au lieu de 6, je vais avoir 8 points, la deuxième année, du coup 10 points, et la troisième année, 12 points. Donc tout ça bien sûr sans commettre d'infraction. Par contre, donc la conduite accompagnée, donc c'est 2 ans jeune permis. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de récupérer 2 points tous les ans, je vais récupérer 3 points tous les ans pour au final au bout des 2 ans arriver à 12 points. Donc je démarre à 6 points. Première année, au bout d'un an, je vais récupérer 3 points, donc 9 points. Et au bout de 2 ans, les 12 points. Donc ce qui est le cas ici, hein, donc j'ai fait la conduite accompagnée. Donc la première année, je suis crédité d'un total de 9 points, c'est-à-dire donc 6 plus 3. Et au bout de 2 ans, ce sera 12. Donc bonne réponse B. Alors ici nous suivons donc un véhicule qui apparemment roule assez lentement puisqu'un deuxième véhicule le dépasse. Et la question est posée, donc, est-ce que je dépasse, je suis le véhicule qui dépasse? Donc je vous rappelle, hein, quand on effectue un dépassement, on a toujours au moins 20 km/h d'écart entre moi et le véhicule que je souhaite dépasser. Alors est-ce que je suis donc ce véhicule? Alors attention, donc là on est en double sens de circulation, on le sait grâce au pointillé. Si jamais on serait en sens unique, on aurait à gauche une ligne blanche continue. Donc là, on est en double sens de circulation. Donc quelqu'un peut arriver en face. Donc il ne faut jamais suivre un véhicule qui dépasse. Pourquoi? Parce que ce véhicule a choisi de dépasser, mais peut-être que lui a le temps de dépasser. Peut-être qu'il y a un véhicule qui arrive en face, mais lui, il a le temps de dépasser. Si par contre moi je le suis, j'aurai peut-être pas le temps de dépasser. Deuxième chose, une fois que je me mets derrière ce véhicule, est-ce que je vais voir ce qui se passe devant? Donc non. Donc c'est pour ça c'est très dangereux. Donc en double sens, on ne suit jamais un véhicule qui dépasse. Il faut attendre que ce véhicule ait fini son dépassement pour avoir une visibilité totale et pour pouvoir bien choisir si je peux dépasser ou pas. Donc je suis le véhicule qui dépasse, donc non, il faut attendre qu'il se rabatte. Donc bonne réponse B. Donc là nous arrivons face à un passage pour piétons et on peut voir qu'on a des piétons qui sont engagés sur le passage. Donc bien sûr ces piétons sont prioritaires, donc va falloir bien sûr s'arrêter pour les laisser passer. Donc je vais pas accélérer, j'ai pas le temps de passer, de toute façon même si on a le temps de passer,
À partir du moment que les piétons sont engagés, même s'ils sont de l'autre côté, donc on doit s'arrêter. Donc la bonne solution, forcément, je ralentis et je m'arrête. Ils sont prioritaires. Bonne réponse, D. Alors l'habitude du trajet quotidien, donc quotidien c'est tous les jours. Donc si je vais par exemple travailler et je fais forcément toujours le même trajet de chez moi à mon travail, donc forcément je connais la route. Donc est-ce que ça entraîne un sentiment de sécurité de toujours faire la même route, le même trajet? Donc oui, parce qu'on connaît la route. Je connais les virages, je connais les intersections, donc on se sent bien sûr plus en sécurité. Donc oui. Est-ce que ça entraîne du coup une baisse de vigilance? Donc malheureusement, oui aussi, parce que je connais. Donc on conduit en fait en faisant du par cœur. Et le problème, on est moins vigilant sur les imprévus. Parce que on s'habitue. Il n'y a jamais, par exemple, on passe une intersection, oh là là, il n'y a jamais personne ici, donc on est moins vigilant jusqu'au jour où il y a bien sûr quelqu'un. Donc voilà, donc il faut essayer, même si on fait toujours le même trajet, de faire comme si on ne connaissait pas, et bien être attentif. Donc ça entraîne un sentiment de sécurité, donc oui, et ça entraîne une baisse de vigilance. Donc toujours attention à ces mots-là, entre une augmentation de vigilance, une baisse de vigilance, attention. Donc on va être moins vigilant, oui, hein, sur un trajet qu'on connaît. Donc bonne réponse A et C. Alors cette balise, donc elle annonce quoi? Elle annonce un passage à niveau. Alors, pourquoi il y a 3 traits? Donc ça signifie en fait la distance du passage à niveau par rapport à cette balise. Un trait rouge correspond à 50 mètres. Donc comme là il y a 3 traits rouges, le passage à niveau se situe à 150 mètres. Donc en aucun cas ça annonce le nombre de voies. On n'a jamais par exemple ça qui annonce 3 voies. Ça annonce juste la distance du passage à niveau. Donc A trait 50 mètres, 2 traits 100 mètres et comme ici 3 traits 150 mètres. Donc est-ce que ça annonce plusieurs voies de chemin de fer? Non, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y en a qu'une, peut-être qu'il y en a deux, mais voilà, on ne sait pas. Par rapport à cette balise, donc bonne réponse B.